20 minutes, c'est ça? Oui. Bon, alors bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir au Québec. Je suis très content, c'est la première fois que je viens, donc ça marche. Alors, en revanche, je suis un peu désolé, mais je suis un peu déglingos. Je suis très enrhumé, j'ai la fièvre et tout, donc c'est pas les conditions idéales, mais enfin voilà, on fera ce qu'on peut. Alors, je suis donc Stéphane Vage, je suis maître de conférence dans l'équipe des métiers de la formation au CNAM à Paris, Conservatoire national des sciences et métiers, et je suis attaché à un laboratoire qui s'appelle FAP, Formation et Apprentissage Professionnel, enfin je ne le dis pas trop fort, Formation et Apprentissage Professionnel, qui est un nouveau laboratoire qu'on a créé en regroupant deux écoles d'ingénieurs plus un labo du CNAM, les deux écoles d'ingénieurs étant AgroSud Dijon, bien représenté ici, et puis une école d'ingénieurs de Brest en Bretagne, ceux qui savent où c'est, qui s'appelle l'ENSTA. Mais je suis aussi chercheur associé dans un autre laboratoire du CNAM qui s'appelle le Centre de recherche sur le travail et le développement de CRTD. Voilà. C'est pour ça que vous voyez les deux logos, c'est important de le dire pour ceux qui vont regarder la vidéo, que je ne vais pas oublier. Voilà. Alors, je vais tenter de faire un lien entre la question de l'intelligence collective en soi, et vous verrez pourquoi je dis ça comme ça, et le fait de fonder, de s'approprier la question de cette histoire collective en soi pour construire une formation professionnelle. Donc c'est une tentative un peu de réflexion théorique qui est en cours. Voilà, je le préviens, donc vous aurez tout à fait matière à poser des questions et à enrichir cette réflexion. Voilà. Je tente, on verra. Alors j'ai prévu de faire ça en 3 temps. Il faudrait que j'avance mon... Je vais essayer bien d'avoir... Je vais arrêter de faire ça. Dans un premier temps, je vais revenir assez rapidement sur la question du rapport entre travail et formation. Ça pourrait s'appeler une question de didactique professionnelle. Et je l'ai intitulé « Entre ignorance et réduction comportementale ». Dans un deuxième temps, je reviendrai sur la question du collectif dans le travail et comment la formation peut se l'approprier, peut s'emparer de cette question collective ou pas. Voilà. En particulier dans les questions de transposition. Et enfin, dernièrement, je reviendrai sur la question de l'histoire du métier qui, pour moi, pourrait ressembler à quelque chose d'une matière qui permettrait de construire des dispositifs de formation professionnalisée. Alors, le rapport entre travail et formation. On est dans un monde de la formation professionnelle en France, je précise bien que c'est en France, parce que c'est peut-être pas tout à fait pareil au Québec et dans d'autres pays. On est dans une recherche permanente d'efficience, et cette recherche d'efficience, elle est marquée par une inflation de normes, et de normalisation. Alors, pour donner des exemples, il y a des référentiels qui sont très connus, mais on construit aussi des répertoires, on construit des labels, il y a un dispositif aussi qui s'appelle Datadoc, qui est un dispositif de contrôle qualité des organismes de formation, et puis des choses comme ça, on pourrait en citer plein. Ces dispositifs, ils ne sont pas seulement des artefacts limités, mais ils ont vraiment un impact sur la manière dont les dispositifs sont construits et administrés. Ils sont très positionnants dans ces dispositifs. Et c'est quand même, quand on les regarde de près, ce qui est paradoxal, c'est que, me semble-t-il, ce qui est le plus absent de tous ces dispositifs normalisants, c'est le travail. Et si on pousse la réflexion jusqu'au bout, c'est pas seulement le travail qui est absent, mais c'est l'heure de travail, en fait, qui me semble être absent. Il faut que j'essaie de le démontrer dans un papier récent. On a pourtant une justification dans les discours dominants qui consiste à dire que l'ensemble de ces dispositifs sont construits, sont pensés, sont administrés dans une optique de rapprocher les questions de la formation, les questions du travail, de prendre des dispositifs de formation professionnelle plus professionnalisants, de permettre un meilleur rapprochement entre ces processus éducatifs et le travail, etc. Un exemple qui me vient tout de suite, l'adoption de la notion de compétence, par exemple, dans les années 80-85 en France, est un exemple tout à fait caricatural. C'est-à-dire qu'on adopte la notion de compétence en rupture avec la notion de qualification en France, en disant, vous comprenez, la qualification qui est un repère collectif de classement des individus dans des groupes, etc., ne fonctionne pas bien parce que ça ignore la question du travail.
réelle des gens. Et dès qu'on pose le principe d'utiliser le modèle compétence, comme on dit, eh bien, on décrit la compétence complètement en la déracinant de la question du travail. Et aujourd'hui, la compétence, je pourrais en parler pendant des heures, mais la compétence en France, dans les dispositifs de formation, me semble complètement éloignée de la question du travail. Si on comprend le travail comme autre chose qu'un comportement observé. On a en plus, et c'est en lien évidemment, un impératif qui nous pèse sur tous les acteurs de la formation, et de l'enseignement d'ailleurs, et de la formation en particulier, qui consiste à dire que la formation doit être un instrument d'insertion pour les jeunes qui sont au chômage et qui ne qui sont au chômage. Donc on est vraiment sur une logique de propédeutique à l'emploi, et ça depuis les années 80. Au passage, on voit que les années 80, c'est la montée du chômage en France, c'est la montée du modèle compétence, et c'est aussi l'arrivée de la construction des diplômes professionnels sous forme de référentiel. Et je vous invite à venir demain, je fais une petite pub, au symposium qui en traitera avec Jean-François et d'autres. Aujourd'hui, on a une nouvelle loi de 2018, 5 septembre 2018, qui renforce encore cette question, puisque maintenant, l'action de formation est directement définie à travers son action en direction d'un projet professionnel. Donc la boucle est bouclée, ce qu'on voit monter d'année en année, c'est pratiquement finalisé aujourd'hui. D'une certaine façon, on peut dire que la formation, détachée de la question de l'emploi, n'existe quasiment plus. Mais l'emploi, ce n'est pas le travail. Alors comment peut-on faire pour penser le travail pour et en formation? C'est une question qui a été brillamment traitée ce matin par Patrick Payen. Je vais reprendre une citation de Guy Jobert, que vous connaissez tous ici, qui disait dans un article de 93, dans la revue Éducation permanente, qu'il s'agissait, pour penser la question du travail et de la formation ensemble, il s'agissait de passer d'un modèle de formation-stage à un modèle de formation-action. Il convient, dit-il, d'opérer une sorte de renversement du rapport au savoir et de mobiliser les intelligences des opérateurs pour trouver des solutions pertinentes et les mettre en œuvre. Cette reconnaissance d'un savoir ouvrier constitue un changement important par rapport au modèle taylorien de la répartition de l'intelligence dans le travail. Alors vous voyez bien pourquoi j'ai utilisé cette citation, parce que c'est la première citation auquel j'ai pensé quand j'ai vu arriver l'appel à projet pour le colloque, parce que dans cette même phrase, il parle 2 fois de la notion d'intelligence dans le travail. Il poursuit en disant que si la formation professionnelle se saisit bien de l'idée d'existence d'un savoir spécifique aux professionnels en exercice, d'une expérience ouvrière, dirait Odon, qu'il convient donc de redécouvrir, c'est bien la question de comment on fait, comment on parvient à se saisir de cette question de l'intelligence ouvrière, pourrait-on dire à l'époque, qui pose question. Moi j'ai repéré un certain nombre d'obstacles, mais vraisemblablement il y en a plein d'autres. Voilà, d'abord, comment on peut identifier ce qui, dans le travail, est caractéristique de l'intelligence des individus et des collectifs? Voilà, c'est quoi qui est caractéristique? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est l'activité? Est-ce que c'est, je sais pas quoi, les savoirs? Est-ce que c'est les gestes? Est-ce que c'est... Alors c'est des questions méthodologiques, mais qui dépassent ensuite les questions méthodologiques. Deuxième chose, que regarder et dans quelle situation? Est-ce que, par exemple, c'est intéressant de regarder des situations habituelles, ou est-ce que c'est important de regarder les professionnels dans des situations critiques, par